Vous écoutez Pierre Nantel. Alors aujourd'hui, on se parle de patrimoine bâti. On a eu la chance de parler avec Lisa Frula, qui est directrice de l'ITHQ, dans l'Institut de l'hôtellerie et du tourisme du Québec, mais parce qu'elle avait pris position sur l'immeuble d'Institut des sourdes et muettes sur la rue Saint-Denis, qui était un peu laissé à l'abandon. Et là, ça avance et elle nous a dit « Ah, Dino Boumbarou, lui, il est fantastique. » Ben, il est avec nous, Dino Boumbarou, directeur chez chez Héritage Montréal. Bonjour, Dino. Bonjour, Pierre Nantel. Bonjour. Ça va très... Ben merci, bonne année à vous aussi. Vraiment, c'est drôle. Je me rappelle quand on a échangé pour se parler, vous avez évoqué le train de Jonquière. Je vois que vous êtes un grand voyageur. Vous pouvez prendre le train qui pendant 16 heures pour vous rendre à Jonquière. Vous pouvez prendre aussi l'avion pendant 16 heures pour aller là où vous êtes. Vous êtes rendu loin, là, vous? Ah oui, je suis assez loin, ça donne. Mais à 10 000 km. Tiens, prenez un compas, là, puis vous allez... Ah oui, voilà. oui, comme dans Tintin, là. Hein, comme, oui. Exactement, le Capitaine Haddock et tout ça. Oubliez la partie whisky du Capitaine Haddock, ça aide pas quand on lit les maps. Oui, puis vous avez l'air de meilleure humeur, c'est bien connu. C'est ce que Mme Frula nous disait. Oui. Je venais à ce qu'on se parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de dossiers. Puis moi, honnêtement, j'ai été heureux de savoir que finalement, l'Institut des sourdes et muettes, le projet commence à avancer, commence à prendre forme. Ce qui fait qu'on se parle, c'est qu'on a lu vos propos sur la conversion de l'ancien couvent des franciscains dans Rosemont, donc dans la côte. Quand on descend la Cordère, ça devient Dixon, ça descend, là, on est au coin de ce projet-là. Et il y a cette grande chapelle un peu brutaliste, on parle beaucoup de ce mot-là depuis qu'Adrien Brody a reçu un Globe pour le film sur l'architecte qui s'appelle The Brutalist. Cette chapelle-là, beaucoup de gens la trouvent hideuse. Vous croyez qu'elle a certainement une valeur, ne serait-ce que parce qu'elle a été bâtie chez nous au Québec? Oui, ben oui. Écoutez, ça date de 1960. C'est une composante, hein, c'est un monastère des franciscains. Alors, on parle quand même d'un ordre religieux qui est au-delà de millénaires. Là, c'est quand même pas rien, mais ça nous rappelle que les ordres religieux, dans les années 50-60, avaient une volonté de s'inscrire dans la modernité par l'architecture. Alors, si vous allez sur Côte-Sainte-Catherine, là, il y a un magnifique ensemble des pères dominicains. Le RIM se réunissait dans la salle paroissiale en dessous de la chapelle. Ah ouais. Donc, c'est à côté de Sainte-Justine. Oui, avec des vitraux verticaux, là. C'est des ordres religieux. Oui, exactement. C'est des ordres religieux qui sont multiséculaires et qui avaient une volonté de s'exprimer dans l'architecture à l'époque contemporaine, on dirait moderniste aujourd'hui. Ça a quand même donné des résultats intéressants. Alors, cette chapelle s'inscrit dans ce mouvement. Est-ce que on la traite comme une sculpture puis on la garde comme un objet? Vous savez, le patrimoine bâti, puis j'ai bien aimé que vous mentionniez, vous précisiez qu'on parle de patrimoine bâti plutôt que de patrimoine en général, parce qu'il y a plusieurs familles à l'intérieur de cette grande notion. On a les archives, on a des documents, des artefacts, des traditions, du patrimoine immatériel qui est de plus en plus reconnu, les langues, évidemment, les paysages, enfin. Mais dans le cas du patrimoine bâti, on a affaire à une sorte de défi qui est celui de l'utilité. Un bâtiment, ça se conserve d'abord en étant bien utilisé. Hein. C'est pas comme un tableau dans un musée. Et le défi avec cette chapelle, mais tant d'autres, vous savez, c'est le défi est-ce qu'il y a des options pour lui donner une seconde vie? C'est ça. Est-ce que le matériau le permet? Parce que souvent, on a vu des expériences architecturales avec des formes absolument fabuleuses, mais malheureusement, on était un petit peu optimiste sur la durée des matériaux et puis des choses comme ça, ce qui fait que ça rend très difficile la conversation à long terme. Et parfois, la fenestration et l'installation d'une porte patio n'est pas toujours heureuse. Non, c'est pas toujours, ça aide pas toujours. Puis des fois, en faisant, avec beaucoup de bonne volonté, on décide de mettre un trou là où il faudrait garder un mur porteur. C'est pas génial. Ça. Exactement. Puis en plus, ça respecte pas le code architectural. Mais ici, je trouvais pertinent de vous parler d'autant plus que au Québec, on a tellement d'institutions religieuses, tellement de bâtiments de nature religieuse qui sont souvent complexes à gérer. Je citais Des racines et des ailes, une émission que j'ai vue récemment, Spécial Québec, où on voit le fromager du fameux fromage de Louis d'Or qui a réutilisé l'église de Warwick. Bon, il y a des utilisations comme celle-là, mais c'est tout un défi au Québec de trouver une nouvelle vie. Ben, écoutez, d'ailleurs, quand on parle de cette chapelle, on oublie que
il y a le cas particulier de cette chapelle avec le monastère des franciscains. D'ailleurs, c'est quand même le monastère de la résurrection. Là. Il y a un message qui nous est passé. Là. C'est la requalification. C'est une forme de nouvelle vie qui est donnée au site. Mais d'abord, pour nous, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il aborde l'ensemble de la propriété qui comprend un boisé patrimonial au niveau des milieux naturels puis de la verdure, d'une certaine façon. Oui, je m'excuse. Dino, je dois vous arrêter ici. Je dois vous arrêter parce qu'on parle vraiment d'un site particulier. C'est le site qui est, quand on descend, on arrive au coin de Rosemont et de Lacordaire, on descend une côte qui tourne un peu. C'est ce domaine-là. C'est absolument magnifique. Et là, il y a un projet de conversion générale du site. Absolument. Alors ça, c'est un bon point parce que on a souvent l'attitude on traite les choses à la pièce. On discute de la chapelle, puis on oublie que le site lui-même, il y a une nouvelle vie qui lui est donnée. Peut-être que la chapelle là-dedans, elle trouve enfin, il faut en discuter à l'intérieur de ça. Mais à l'échelle du Québec, effectivement, on a un grand nombre de ces domaines institutionnels. Et on voit les communautés religieuses font partie de l'histoire. Enfin, on pourra l'histoire à venir les jugera, mais elles ont créé ce patrimoine qui est architectural, mais qui est aussi un patrimoine de site, de domaine, de cette façon-là. Et comment est-ce qu'on les transmet dans la société à venir? C'est un vrai défi parce qu'on a souvent des pistes. On imagine que tout doit passer par la construction et l'économie de marché. Des fois, il y a des mix entre des projets à valeur communautaire et des composantes privées. Je vous donne un exemple pionnier. Le monastère du Bon Pasteur sur la rue Sherbrooke, près de la rue du boulevard Saint-Laurent. Hein? Ouais. Donc, c'est un ensemble patrimonial remarquable. Félix Lambert, à l'époque, dans les années 70, avait préparé des dossiers de recherche qui ont éventuellement mené au classement de cet ensemble-là par le gouvernement du Québec. Ça remonte aux années 1840-50, donc c'est un bel ensemble en pierre grise. Absolument. Eh bien, dans les années 70, son sort était vraiment incertain et c'est grâce à une approche par une mixité d'usage à l'intérieur du site qu'on a réussi non seulement à le sauver, mais à le rendre vivant. Peut-être les gens se rappellent de la chapelle historique avec ses concerts, qui étaient un peu l'équivalent d'une bibliothèque publique, mais pour la musique tout à Montréal. Tout à fait. Alors, et autour, il y avait, et autour, il y avait une résidence pour personnes âgées. Il y avait une coop d'habitation aussi, sur Norbert. Oui. Et sur Saint-Norbert, c'était des condos. Donc, il y avait même une mixité entre du logement social, du logement communautaire et du logement privé. Donc, dans une vraie ville, finalement, tout ça se mélange. Là, et c'est ce qui fait la beauté de la chose. La mixité sociale rend les milieux de vie vivants et empêche la formation de ghettos tout court. Mais dites-moi, on sait tous que malheureusement, la chapelle du Bon Pasteur a brûlé et la reconstruction est très complexe. Oui. Mais donc, il y a quand même une vision, je pense entre autres aux Augustines à Québec, qui est devenu une espèce d'hôtel, lieu de rencontre. Alors, on voit bien toute la valeur, que ce soit le fromage ou que ce soit un lieu pour faire du yoga à Québec. C'est fantastique. Ce sont des bâtiments d'une belle qualité historique. Et c'est donc la même chose du côté des sourdes et muettes. Il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que l'hôpital Jacques-Vigée pourrait faire l'objet, parce que ça aussi, c'est un bel immeuble quand même, un peu plus brut, mais il devrait servir à quelque chose. Écoutez, appelons-le, son nom d'origine, c'était l'hôpital de la Miséricorde. Hein? Et en fait, le début de cet ensemble-là, parce que souvent on a affaire à des ensembles, ces domaines institutionnels, il y a une partie qui est plus ancienne, mais au fil du temps, au fil des générations, on les a déployés. Regardez comment l'Hôtel-Dieu est dessiné. Évidemment, il y a la partie avec la chapelle, la coupole qui donne sur l'avenue des Pins, mais on a en arrière agrandi dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, souvent avec un souci de garder pas une uniformité, mais une certaine harmonie dans l'architecture du complexe. C'est des habitudes qui sont un petit peu perdues à une certaine époque, là, mais toujours est-il que dans le cas de la Miséricorde, du CH, on peut situer qui est sur René Lévesque, entre René Lévesque et la Gauchetière, entre Saint-Hubert, je pense, et une rue à l'est, je pense. C'est exactement. Vous le trouvez à l'angle de Saint-Hubert et de René Lévesque.
un très bel ensemble qui est dans sa période ancienne, plus ancien que l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui date de 1861 et l'autre de 1859. Donc, on a affaire à un patrimoine de... Il faut imaginer que c'était des chantiers colossaux pour l'époque. On construisait des choses avec des bras et des chevaux et puis des pelles. Alors, on n'en avait pas d'imprimante au laser à l'époque pour faire semblant. Alors, ce qui fait que ce sont des très beaux ouvrages, mais ce sont des beaux casse-têtes aussi, surtout que on le voit avec les sourdes-muettes sur Saint-Denis, on le voit avec Jacques Vigée, la Miséricorde sur René Lévesque, on le voit à bien d'autres endroits. Ce sont ces ensembles magnifiques avec une grosse vocation sociale sont devenus des lignes dans un tableau Excel qui est quelque part sur un serveur au gouvernement à Québec. Alors, des fois, ça manque un petit peu d'approche concrète. Quand le gouvernement du Québec a décidé de construire un nouveau CHUM et un nouveau CHUM pour CUSUM, eh bien, peut-être qu'il y avait quelque part dans la décision un point qui disait faudrait bien qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments qu'on délaisse. Ben oui. Mais ça n'a pas dû être un gros paragraphe, ce qui fait qu'après ça, il a dû y avoir une commission spéciale. C'est sous Pauline Marois que ça a été initié, cette réflexion, présidée par Marie Lessard, avec Claude Corbeau, Cameron Charlebois et James McGregor. Là, ça formait un groupe de travail qui a quand même fourni des recommandations très pertinentes sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu, sur l'avenir du Royal Vic. Et d'une certaine façon, le redémarrage d'un projet pour les sourdes-muettes dont vous discutiez avec Lisa Fruland, c'est un peu l'héritier de cette démarche-là. Ben, espérons qu'il ne sera pas le seul, dis-nous, parce qu'en terminant, je dois vous demander que la situation quand même est positive du côté des Sœurs Grises, leur fameux jardin qui est au coin de l'avenue des Pins et de l'avenue du Parc. On me dit que le milieu communautaire tranquillement reprend possession, que même des gens qui arrivent, des gens du Nord, qui en arrachent pas mal sur l'avenue du Parc. Il y a du travail social qui se fait dans les jardins, entre autres, pour ça. Alors, il y a matière à se réjouir de belles avancées comme celle-là. Il faut donc soutenir le communautaire pour qu'il s'investisse davantage dans tout ça? Ben, je pense qu'il faut surtout avoir une volonté au niveau des pouvoirs publics de rassembler les acteurs pour trouver des solutions. Le modèle du bon pasteur est toujours pertinent à l'échelle de l'Hôtel-Dieu. En passant, c'est pas les Sœurs Grises, là, c'est les Hospitalières. C'est vrai, ça avait raison, pardonnez-moi. Mais les Sœurs Grises ont fait d'autres magnifiques choses. Mais c'est les Hospitalières avec le fameux Hôtel-Dieu. Et donc, de rassembler ces acteurs-là, parce que les dossiers, ce sont des grands ensembles. Il y a de la place pour du privé, il y a de la place pour du communautaire, puis il y a de la place aussi pour du citoyen là-dedans, parce que c'est pas juste des promoteurs. Des fois, il faut imaginer la place des citoyens et peut-être se poser la question avant de lever le crayon pour faire un projet ou la calculatrice. Qu'est-ce que ça va être dans 25 ans? Quel va être le legs à la prochaine génération? Et c'est comme ça qu'on en devrait envisager le patrimoine, vivant et transmis. Merci beaucoup, Dino Mobarou, qui est directeur des politiques chez Héritage Montréal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Il y a une économie puis une qualité de vie à préserver ici. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, au revoir. Il y a un vaste capital. Merci. C'est vrai, tout à fait. N'hésitez pas à réagir si vous voulez. C'est un sujet qui vous interpelle. Vous pouvez nous appeler au 1-877-827-2346. À tout à l'heure.